Bien, bonsoir Marcela Arteaga. Je suis heureux de pouvoir t'avoir parce que pour moi et pour nous, on est ravis de pouvoir présenter ton documentaire El Guardián de la Memoria. C'est quelque chose qui nous a séduit très vite parce que le message est fort, parce que ce qui est traité dans ce film n'est pas banal. Et pour nous qui sommes en France, en Europe, on n'a pas toujours les informations que l'on souhaiterait avoir sur ce pays. Et c'est grâce aux films, très souvent, ou aux documentaires, que nous avons ces informations-là que finalement nos journaux télévisés ne peuvent pas nous montrer. Alors, moi, ce que j'aimerais te demander tout de suite, c'est quel est le point de départ de ce documentaire. Comment, j'imagine que c'est la rencontre avec Carlos qui a tout déclenché. Oui, oui, ça commence un tout petit peu en arrière parce que ce qui m'est arrivé, c'est que moi, j'étais très préoccupée pour ce qui se passait au Mexique parce qu'il y avait cette violence, euh, comment on peut dire, desenfrenada, tu sais, complètement folle. Et c'était pas ce n'était pas une chose normale. Alors, il y avait quelque chose qui rondait ma tête, parce que je me demandais, mais pourquoi? Pourquoi tout ça? Et la version officielle, c'était que ils étaient en train de faire une guerre contre les drogues. Et alors, quand j'ai connu Carlos, il a commencé à expliquer selon lui, ce qui s'est passé au Mexique. Et c'est justement ce qu'il appelle comment on pourrait traduire, le crime autorisé. Autorisé, c'est ça, le crime autorisé. Et, euh, et quand il a dit ça, c'est que c'était comme un puzzle avec beaucoup de pièces. Et quand il a dit ça, toutes les pièces ont commencé à se mettre en ordre, quoi. Alors, le puzzle commençait à avoir une forme plus... bah, une forme qui expliquait ce qui s'était en train de passer au Mexique. Cette violence qui n'avait pas une explication rationnelle. Si on essayait de l'expliquer avec la version officielle. Alors, oui, c'est quand j'ai connu Carlos que j'ai décidé de faire un film. Tout d'abord, je ne savais pas si je voulais le faire seulement en parlant de lui, parce que je croyais que c'était pas assez. Parce que lui, c'est un super personnage, mais il fallait expliquer une autre chose. Parce qu'en plus, ça, c'est ce qu'il fait dans sa vie, c'est ça. C'est c'est essayer pour gagner les cas, c'est essayer d'expliquer ce qui se passe au Mexique. Sinon, la demande d'asile politique n'a aucune raison d'être. Et c'est ce qu'il explique au film. Et ce combat, alors, il a commencé depuis quand? Parce que quand vous vous êtes rencontrés, il était déjà en train il était déjà impliqué dans ce combat-là. Oui, oui, lui, ça fait 30 ans qu'il fait ça, mais pas pour le Mexique. Alors, pour le Mexique, ça a commencé en 1994. Il a commencé, il a eu le premier cas d'asile politique mexicain, et c'était un militaire qui est allé combattre les zapatistas en Chiapas. Et lui, il ne voulait pas, on lui a dit qu'il ne fallait pas avoir des prisonniers, c'est-à-dire qu'il fallait les tuer. S'il les trouvait, il fallait les tuer. Et il n'a pas voulu faire ça, alors il est parti aux États-Unis, et il a connu Carlos, et c'est son client, quoi. Et ça, c'est le premier cas d'asile mexicain que Carlos a gagné. Et il a commencé parce qu'il a toujours été un avocat de migration,
mais il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose dans les cas mexicains. Parce que c'est quand il a commencé, tous les cas d'asile politique qui n'étaient pas mexicains, ils avaient de la chance d'être gagnés. Mais les cas mexicains, c'était 99% de réjection, on a dit, ils niaient. Oui. Et, alors, c'est comme ça qu'il a commencé. Et après, il y a ce président mexicain qui s'appelle Calderón, et c'est lui qui a commencé la guerre contre les drogues. Et c'est là qu'il s'est rendu compte que c'était une migration qui n'avait pas de précédent. C'était la première fois qu'il y avait tant de gens. C'était pas une personne ou deux, c'était des familles complètes, entières. Alors il s'est dit qu'il y avait quelque chose qui était en train d'arriver au pays et qui n'était pas ce n'était pas la normalité, quoi. Alors, il a commencé là. Alors, ça fait au moins 20 ans qu'il fait ça. D'accord. Et là-dessus, donc, arrive la caméra, ta caméra. Et moi, ma question, c'est comment les deux se combinent? Quelle était au départ euh, ta recherche? Puisque il y a d'un côté les témoignages forts, durs, émouvants de chacun de ces habitants de Guadeloupe qui expliquent dans toutes les étapes de la disparition ou de la mort leur quête, leur désir de recherche. Et toi, en parallèle, eh bien, il y a ta caméra qui s'attarde, qui filme lentement, qui cherche comme si elle cherchait les disparus, comme si elle cherchait les morts, comme si elle cherchait, elle cherchait à refaire revivre quelque chose finalement qui est en ruine aujourd'hui. Et je trouve que y a un contraste très très fort. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est quel a été ton objectif en voulant filmer de cette façon-là. Il y a des plans qui sont magnifiques. Le miroir dans le désert, par exemple, qui reflète le ciel. Je trouve ça d'une grande beauté. Il y a beaucoup de poésie dans ce que tu fais. Alors, quelle a été ta démarche au départ? Bon, moi, je pense que ça commence à l'école. Moi, j'aimais pas les documentaires. Je croyais que c'était une chose tellement pas amusant, quoi. Pas seulement à cause des thèmes, mais aussi parce que c'était toujours des gens qui parlaient, ça me paraissait que c'était pas du cinéma. Alors, mais je devais faire, forcément à l'école, je devais faire documentaire. Alors, j'ai essayé de trouver la façon dont je ne m'ennuyais pas et je pouvais exprimer ce que je voulais. Et alors, le premier documentaire que j'ai fait, c'est la même chose. J'ai créé des images et j'ai fait un mixage entrevistas, entrevues, Oui, entretien? entretien et, et, euh, et une façon plus fictionnée, on pourrait dire, ou des images dont je créais moi. J'ai essayé de faire ça pour voir si ça marchait et ça a bien marché. Alors, ça, c'est la façon dont je travaille. Je pense qu'il y a des choses et je crois que tu as bien utilisé le mot. C'est une recherche. La première chose que j'ai fait, c'est de me demander plus quand tu dois partir de chez toi, l'exil, c'est quoi l'exil? Ce n'est que déménager d'un pays à un autre, mais c'est de laisser toute ta vie quotidienne, ce que tu fais tous les jours. Tu vas au magasin, tu achètes le pain, tu vas à la boulangerie ou
tu amènes tes enfants à l'école, tu reviens, tu as des projets, tu as des tas de choses qui sont ta vie quotidienne. Et c'est ça qui est fini quand tu dois partir. Alors, comment traduire ça en images? Et ça, c'est là où j'ai commencé à penser quelles images étaient les meilleures pour traduire ces sentiments. Ces choses dont on ne peut pas parler d'elles. Ou bien, quand tu parles de ça, tu ne comprends pas ce que tu veux dire au fond. Alors, c'est comme ça que je travaille. D'abord, j'essaie de traduire les concepts en images. Parce que sinon, je sens que je vais pas arriver à les spectateurs si profondément comme je le veux. Oui. Alors, un concept, c'était l'exil. L'autre, c'était le crime autorisé. Parce que ce qu'on se rend compte, c'est que ce n'est pas des crimes par hasard, comme ça. C'était des gens qui étaient dans le mauvais moment, à la mauvaise... comment on dit? Oui, la mauvaise moment. Au mauvais endroit. Exactement. Alors, c'était pas un plan, comme on dit, c'était pas organisé, comme Carlos dit au film. C'est pas organisé, mais il y a tout le monde qui profite de la violence. Alors, c'est une chose qui est systématique, c'est pas par hasard. Et alors, c'est pour ça que comment traduire en image ça? Et je me suis dit, il faut que dans le désert, on met tous ces objets personnels très bien organisés. Parce que ce n'est pas le bordel, ce n'est pas n'importe quoi. C'est très bien organisé parce que tout le monde sait ce qu'il doit faire, quand il doit le faire, etc. Alors, ça, c'est un exemple. Oui. Est-ce que tu penses finalement que ton documentaire alors, apporte autre chose que le discours de Carlos qui se bat de façon quotidienne pour défendre donc et faire reconnaître ce droit. Qu'est-ce que d'après toi ton documentaire peut rajouter? Alors bien sûr, il rajoute énormément de choses. La preuve, c'est que ici, par exemple, en France et à Annecy, on va pouvoir découvrir cette cause-là. Est-ce que c'est d'abord ça que tu cherches, c'est-à-dire une sorte d'ouverture à l'international de problèmes qui sont locaux, situés sur la frontière entre le Mexique et les États-Unis? C'était ça le premier, la première démarche? Oui, ça, mais je pense que la première, c'était de savoir au Mexique, parce qu'au Mexique, on ne savait pas ce qui s'est passé. Moi, je ne savais pas qu'il y avait des Mexicains demandant de l'asile politique, parce que quand tu écoutes asile politique, on pense à une guerre civile. Et au Mexique, apparemment, il n'y avait pas une guerre civile. Mais tu peux la nommer comme tu veux, mais des gens un des messieurs que j'ai interviewé, il m'a dit, mais oui, on a une guerre civile parce que c'est des Mexicains qui tuent des Mexicains. Alors, parce que c'est comme ça, et c'est l'État qui est en train de nous tuer, c'est l'État qui est en train de ne pas nous protéger. Alors, c'est comme si on avait une guerre civile, mais ça, au Mexique, on ne le savait pas. Alors, d'abord, c'est pour qu'au Mexique, on connaisse qui est... Parce que je pense qu'au Mexique, on n'a jamais... Je pense que c'est le premier film, c'est pas la première fois qu'on le dit, mais je pense que c'est le premier film qui dit avec tous ces mots que c'est une question qui vient de l'État, que ce sont les autorités qui sont en train de faire, sinon ils sont en train de faire, ils sont en train de permettre que cette violence continue à arriver, non, ou à exister. Mais alors, c'est la première fois et c'est d'abord pour le Mexique, après pour les États-Unis. Mmh.
Je pense pas qu'un film ait le pouvoir de changer un État ou une collaboration entre les États-Unis et le Mexique, entre deux pays. Mais je suis convaincue que pas seulement les films, mais l'art ont le pouvoir de je pense que l'art a sa propre façon de faire mémoire. Et c'est ça que je cherchais, de faire une espèce de mémoire pour que demain, on puisse savoir ce qui s'est passé par la voix des gens qui étaient là, pas par un discours officiel ou un discours politique. Mais les gens étaient là et ils ont gardé ça. Et d'abord, je pensais que Carlos était le gardien de la mémoire parce que lui, il écoute toutes ces histoires, parce qu'il écoute, et il les garde forcément pour ces cas. Non, mais il y a ce monsieur qui m'a dit il est dans le film aussi, il m'a dit que, que non, que les gardiens de la mémoire sommes nous sommes ces gardiens. Et c'est pour ça qu'il nous raconte ces histoires, pour que nous les gardons et on puisse les reproduire et les raconter à tout le monde pour qu'on sache ce qui se passe. Et est-ce que ton documentaire est sorti au Mexique? Oui, Et oui, alors? oui, oui. Et c'est là que je me suis rendu compte, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus du monde qui ne savait pas ce qui s'était en train de passer. Parce que ce qui se passe au Mexique, c'est un très grand pays, et un très, très grand pays. Et, et les gens croient qu'il y a la violence au nord, à Chihuahua ou à Tamaulipas, et c'est tout. Le reste du pays, ça va, ça passe très bien. Si tu fais toutes tes affaires, alors si tu es tranquille, ça veut dire que tout est bien, ça marche. Non, euh, et je me suis rendu compte que malgré toute l'information qu'on a, tous les nouvelles qu'on écoute, la radio, tous les livres qu'on a puisse lire, etc., les journaux, etc., les gens ne savent pas ce qui se passe au Mexique, et c'est une explication de la violence qu'on n'avait pas encore entendue. Hmm. Alors, y a, comment on dit, projeté le film Projeté. Au Canada, à Toronto. Et là, il y avait un monsieur qui est venu me dire merci d'avoir fait ce film. Je suis mexicain, je viens de Oaxaca. Oaxaca, c'est au centre du Mexique, plus au sud. Et, il se passe exactement la même chose dans mon petit village. Alors, c'est bien pour les Mexicains pour savoir que ce n'est pas qu'au nord, que ce n'est pas que à Chihuahua ou à Tamaulipas, mais que c'est partout le pays. Hmm. Est-ce que, est-ce qu'à un moment, tu as eu peur? Peur que finalement, qu'on te laisse pas aller jusqu'au bout de ce reportage? Peur, une fois qu'il a été diffusé, et au Mexique surtout, mais aussi dans le monde entier, peur que finalement, ça revienne vers toi et que tu subisses des menaces ou qu'on te... Je ne sais pas. Est-ce qu'à un moment donné, ça t'a traversé l'esprit? Oui, avant de commencer, bon, quand j'étais, je savais pas si je devais le faire ou pas, si je devais tourner ou pas. Si... Oui, j'avais peur, euh, mais, mais aussi les choses changent très vite. Et parce que Calderón avait déjà fini, mais le suivant président, c'est Peña Nieto. Son gouvernement, c'était presque la même chose que Calderón. Alors, la violence n'avait pas encore fini. J'ai eu peur, mais je me suis dit qu'il fallait le faire, de toute façon, qu'on ne peut pas vivre comme ça, et que si j'avais peur, et que avoir peur et ne rien faire, c'est être partie, faire partie
de ce qu'on veut dénoncer, non? De cet État qui est en train de... Être complice. Exactement. Alors, il fallait parler, il fallait dire quelque chose. Et je ne pouvais pas rester avec les bras croisés ou les yeux fermés. Ouais. Et la façon dont mon arme, c'est le cinéma. Oui, bien sûr, tout à fait. Comment tu as choisi ces témoins? Est-ce qu'ils sont venus vers toi? Est-ce que tu es allé voir justement Carlos parce que lui avait peut-être eh bien, ces personnes-là qui étaient connues de lui et donc tu as pu les approcher? Comment ça s'est passé? Comment tu as fait ton choix? Est-ce que d'abord il y avait plusieurs offres, si j'ose dire? Est-ce qu'il y avait plusieurs témoignages possibles qui auraient pu se faire avec d'autres personnes? Oui, j'ai même eu beaucoup de témoignages qui ne sont pas dans le film. Et tous les gens dont les témoins que j'ai, ils sont tous des clients de Carlos. J'aime pas dire qu'ils sont des clients parce que il leur charge, il ne lui paye pas. Alors ça, c'est une façon, lui, il a décidé puisqu'il ne pouvait pas choisir lequel cas était plus tragique, parce qu'il se demandait qu'est-ce qui est plus tragique d'avoir perdu ton fils ou ton mari, ou d'avoir tout perdu ou seulement ta maison. Alors, il a décidé d'aider ceux qui voulaient aider le Mexique en donnant sens ce qui leur avait arrivé. Mhm. Alors, lui, il a formé cette organisation qui s'appelle Mexicanos en el Exilio. Et, cette organisation s'est faite de ces gens qui ont voulu dénoncer pour aider leur cas, pour obtenir l'asile aux États-Unis. Et c'est parmi eux que j'ai commencé à chercher et parler avec des gens qui, je pensais, qui pouvaient faire partie du film. Comment je les ai choisis, pas seulement les gens, mais quel témoignage j'ai décidé de mettre dans le film. Il y en avait beaucoup et très, très horribles témoignages et très tristes. Mais ce que j'ai décidé, c'est d'obtenir, d'avoir dans le film plusieurs exemples de ce qui se passe au Mexique. Mhm. Alors, un exemple d'être au parc et sans rien faire, il y a la police qui passe par là et ça se déroule en une tragédie. Après, ce n'était pas la police de l'État, mais c'était la police de l'État et peut-être la police fédérale, disons. Après, l'armée, tu vois, Oui, c'est pour faire un exemple de tout ce qu'on vit ici. oui, oui, je comprends. Ouais. Je trouve que les témoins que tu as choisis, ils ont, en tout cas pour ceux-là que j'ai en tête, ils ont tous en commun non pas une passivité, mais une envie d'aller vers la recherche de vérité, quitte à frôler avec la mort, avec leur vie. À chaque fois, ce sont les autres qui leur disent attention, tu vas trop loin, stop, arrête-toi. Mais à chaque fois, ils vont jusqu'au bout de ce qui est possible. Je repense à cette dame qui se bat pour sa sœur et qui ose venir défier en lançant au visage sa carte de son casier judiciaire qui est vierge, totalement vierge, alors qu'on l'accuse justement d'avoir volé dans des maisons, me semble-t-il. Et je trouve que ces personnes-là sont dignes et n'ont pas peur. Et je trouve que c'est un trait commun qu'il y a aussi chez tous ceux que tu as pu rencontrer. Et je trouve que ça les rend encore plus forts, pour nous en tout cas. Et que leur combat, on sent bien que leur combat est juste parce qu'ils ne le comprennent pas. Et ils vont jusqu'au bout de ce qui est possible de faire. Et ça, je trouve qu'ils ont en commun cette lumière-là qui les anime jusqu'à avoir la vérité, jusqu'à ce qu'ils découvrent que leur proche est décédé. Mhm. Tout à fait, tout à fait.
Ouais. Euh, Et tout à fait, et tu as complètement raison parce qu'ils ne savaient pas ce qui se passait. On pourrait penser qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient la même chose, mais non, ils étaient en solitaire faisant leur lutte tout seuls Tout à fait. contre toutes ces autorités. Tout à fait. Ouais. Tout à Oui. fait. Ouais. Euh, alors, quelle est la situation aujourd'hui? Tu es revenu est-ce qu'il y a toujours des petites ces villes près de la frontière qui sont toujours dans cette même démarche? Est-ce que la police fédérale est toujours aussi, comment dire, terrible? Est-ce qu'elle commet toujours ces exactions auprès des populations? Est-ce que c'est quelque chose qui a un peu tendance à diminuer? Est-ce que tu es au courant de ce qui se fait aujourd'hui? Oui, ça ne diminue pas. Ça a commencé à diminuer, mais c'était une vague. Ça a recommencé. Il y a par exemple l'État de Tamaulipas, qui a une grande frontière aussi aux États, avec le Texas aussi, comme Chihuahua. Et, euh, et là, ce matin, j'entendais à la radio le maire, non, c'est pas le maire. Oui, le maire, c'est celui qui. Ouais, Le chef de la ville. mais c'est pas de la ville, c'est de l'État, Ah, de tout l'État. le gouverneur peut-être? Le gouverneur, lui, il a des affaires avec tous les cartels, avec tous les gens de la drogue. Euh, il a des affaires avec eux, des armes, il fait. C'est ce qu'on appelle un narco-estado, el Tamaulipas. Mhm. Et c'est là où il y a la plus de violence maintenant, parce que c'est pas aujourd'hui, c'est pas pareil que hier ou demain. Et alors, ça pas je pense pas que ça va diminuer. Je pense qu'il y a une tendance à, en tout cas, rester comme ça, ce qui est très, très, très mauvais parce que ça ne reste pas comme ça, jamais. Ça avance tout le temps. Alors, et je pense que le problème, je pense que ça, c'est à cause que les autorités ne veulent pas ou se rendre compte de, de ce qui est en train de se passer. Mhm. Et c'est justement ça, le crime autorisé, pas organisé. Et moi, je pense que le crime organisé au Mexique, le crime organisé le plus meilleur organisé, c'est la politique. Alors, alors, je crois que c'est ça. Si on commençait à, à prendre au sérieux ce terme de crime autorisé, peut-être on pourrait commencer à combattre euh, les structures qui sont en train de supporter cette violence. Mhm. D'accord, d'accord. Carlos, il est en train, son objectif, c'est que les États-Unis reconnaissent ce concept de crime euh, autorisé. Oui, parce que c'est la seule façon dont il peut gagner les cas d'asile politique. Il doit prouver que les gens ne peuvent pas, s'ils habitent à Chihuahua, ils pourraient aller habiter à Chiapas, que c'est le sud. Mais ce n'est pas, mais ça c'est pas vrai parce que justement la femme dont tu parlais, celle qui a confronté l'armée, bah, si c'est l'armée qui est derrière toi, bah, y a pas, dans le pays, il n'y a pas un endroit où tu peux habiter. Tout à fait. Ça Mhm. va être partout, non? Oui, tout à fait. Et c'est Mhm. justement ce concept de crime autorisé qui a permis Carlos de gagner le 2% des cas d'asile mexicain qui sont gagnés à l'État de Texas. D'accord, d'accord. Alors oui, il veut bah, c'est ce qu'il veut qu'aux États-Unis, parce que ce qu'il dit, et ça c'est vrai aussi, c'est que ce n'est pas que le Mexique qui commet des fautes ici, c'est aussi les États-Unis, parce que ça leur convient.
de, euh, de nier tous les cas d'asile politique mexicain, parce que si ils les acceptaient, ils seraient en train d'accepter qu'il y a un problème au Mexique, un problème plus grave, et un problème ils sont en train de causer aussi, parce que les États-Unis donnent de l'argent au Mexique pour cette guerre contre les drogues. Alors, s'ils donnent de l'argent au Mexique et que le Mexique ne fait rien, c'est-à-dire que l'argent est directement pour les criminels, quoi. Ouais, je comprends. Ouais. Alors, c'est pour ça qu'ils nient les cas d'asile politique mexicain. D'accord, d'accord. Eh bien, écoute, Marcella, c'est un plaisir. Je crois que je resterai encore très longtemps à bavarder parce que c'est passionnant, parce que ce sont des informations qu'on n'a pas ici, avec autant de détails, avec un vécu qui est le tien à travers ces témoignages, à travers l'expérience de Carlos. Et merci pour toutes ces réponses que je trouve lumineuses et très claires et qui nous renseignent encore davantage que tes images poétiques et magnifiques dans ce documentaire. On va s'arrêter là. Merci en tout cas de nous avoir proposé ce documentaire. On est ravis de pouvoir le diffuser. Et puis on espère à bientôt pour un prochain projet et qu'on espère aussi partager. Merci beaucoup, Marcella. Non, merci à vous, et j'espère que les gens aiment le documentaire et qu'au moins ils puissent savoir ce qui se passe. Exactement, exactement. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci.